La crise post-électorale en Gambie, quelle solution? Quel avenir pour Yaya Jammeh? Le rôle de la CEDEAO? Quelle doit être la posture que le Sénégal doit adopter? La visite d'État du président Macky Sall en France, quelle retombée pour le Sénégal? L'affaire Petrotim, Manko Watu Sénégal, Franck Timis, les contrats pétroliers et gaziers au cœur d'un différend. Pour en parler, Binta Diallo reçoit ce dimanche dans Remue-Ménage Cheikh Gueye, géographe et économiste, coordinateur de la plateforme stratégique commune chez les enfants à Enda Tiers-Monde, et Moundiaï Sissé, coordinateur de l'ONG 3D, démocratie, droits humains et développement local. Remue-Ménage, Cheikh Gueye, Moundiaï Sissé, face à face et face à Binta Diallo, dimanche 10h-11h sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-Ménage reçoit ce dimanche M. Cheikh Gueye, le coordonnateur de la plateforme stratégique d'ENDA. Vous êtes également géographe et économiste. Bonjour M. Gueye. Bonjour. Remue-Ménage reçoit également M. Moundiaï Sissé, coordonnateur de l'ONG 3D. Bonjour M. Sissé. Bonjour madame. Alors l'actualité, ça coule des sources, c'est bien sûr la Gambie avec les derniers développements. Après la première médiation avortée de la semaine dernière, la CEDEAO a encore pris d'autres mesures. Monsieur Gueye, nous allons démarrer par vous. Est-ce que ces mesures sont pertinentes? Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la médiatique sénégalaise, puisque on donne souvent la parole ici aux idées. C'est toujours un plaisir d'y contribuer. Plaisir partagé. Je voudrais aussi saluer mon collègue, ami, frère Moundiaï Sissé, avec qui donc j'ai partagé l'espace d'Enda Tiers-Monde et qui continue à être un acteur très important dans l'espace de la société civile au Sénégal, au moment où cet espace-là se rétrécit de plus en plus. Je voudrais donc le féliciter pour tout le travail qu'il fait. Pour revenir sur la situation de la Gambie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis que cette crise a commencé. Nous avons donc constaté dans un premier temps, et avec beaucoup de joie, que le long règne de M. Yaya Jammeh, 22 ans au pouvoir, était en train de se terminer de la meilleure des manières possibles, puisqu'on est parti avec des élections qui étaient sans contestation. Quand il prenait le pouvoir, moi j'étais encore étudiant, on était fiers d'avoir un jeune comme nous qui prenait le pouvoir avec son uniforme. Et je pense qu'il a bénéficié pendant très longtemps d'une période de popularité très importante en Gambie. Avec tout ce qui s'est passé depuis 22 ans, il y a une usure au niveau du pouvoir et on voit que c'est ça qui a en fait donné la possibilité donc aux Gambiens de vouloir changer. Mais je pense que même au moment où on se réjouissait, il y avait aussi beaucoup de prudence et de méfiance, parce qu'on se disait que le président, avec l'ancrage qu'il s'est construit au niveau de ce pays-là, ne pouvait pas quitter comme ça, parce qu'il représentait non seulement un intérêt pour lui-même, mais aussi pour toute une classe de Gambiens, toute la bourgeoisie gambienne, tout un ensemble de forces de sécurité. Donc, ça n'a pas également trop surpris quand il a décidé de se dédire. Je pense que la tendance que nous connaissons actuellement, elle est riche d'éléments d'analyse. On voit que la CEDEAO a pris par le bon bout ce problème, puisque elle décide aujourd'hui d'aller donc protéger le nouvel élu et de mettre en demeure l'ancien président gambien
pour qu'il quitte le pouvoir. Donc il y a à la fois un mélange de diplomatie et aussi de contraintes par la force pour que ce départ ait lieu. Je pense que le scénario qu'on va avoir peut être certainement celui d'un départ négocié avec donc des garanties qui pourraient être données au président Jammeh pour qu'il lâche le pouvoir. Mais moi, je pense que ça ne se terminera pas aussi facilement. Aussi facilement. C'est donc toujours la voie de la diplomatie qui a été privilégiée, M. Moundiaye Cissé, par l'organisation communautaire. Mais est-ce que vous pensez que ça va prospérer avec un Jammeh qui semble faire fi de tout cela? Merci, Madame Binta Diallo. Binta Diallo, tout court. Binta Diallo. Bon, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission et saluer les auditeurs et auditrices de la RFM, mais également remercier mon frère et collègue Cheikh Gueye. Monsieur Gueye fait partie de ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier dans le champ de la gouvernance, dans le champ des ONG. Donc, il a beaucoup contribué à mon intégration dans la société civile. Donc, et ils sont en train, au niveau d'Enda Tiers-Monde, de faire un excellent travail. Moi-même, je suis issu de Enda Tiers-Monde et l'ONG 3D est né des flancs d'Enda Tiers-Monde. Cela dit, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Gambie nous interpelle tous. Parce que la Gambie est au cœur du Sénégal. Elle est au cœur du Sénégal, mais c'est un pays quand même souverain. Et donc, ne serait-ce que pour cela, on y doit respect. Alors, moi, je pense qu'on a assisté à des revirements depuis le début. De surprise en surprise, je crois qu'aussi on peut avoir la surprise que le président Jammeh revienne nous dire « Bon, je cède le pouvoir au président élu ». Parce que déjà, ça a été une surprise générale pour tout le monde qu'il organise des élections aussi libres. Une surprise également qu'il ait accepté le verdict des urnes et pris même son téléphone pour appeler le président Adama Barrow. Mais aussi une surprise, le fait qu'il s'est rebuffé. Alors, mais moi je pense également qu'on doit aborder cette question avec beaucoup de sérénité. Parce que si on analyse un peu la volte-face du président Jammeh, en partie, on peut dire que c'est lié également à un certain nombre de comportements de la part de certains acteurs. Je pense que, à mon ultime conviction, le président Jammeh était sincère quand il annonçait qu'il allait se retirer du pouvoir et que donc qu'il ait appelé le président pour le féliciter. Mais entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Et il y a eu la communication de M. Barrow, qui n'a même pas encore les rênes du pouvoir et qui a commencé à parler de CPI, etc., qui a commencé à annoncer la mise en place d'un pont avec le Sénégal, etc., etc. Alors qu'il n'avait pas encore les rênes du pouvoir. Ensuite, il y a eu beaucoup de menaces sur la personne du président Jammeh. Et je pense qu'il est en train de jouer la carte de sa survie. Parce que quand même, quand on menace le président Jammeh, qui avait senti venir apparemment, parce qu'auparavant, il s'était retiré de la CPI. Moi-même, je suis de ceux qui ne croient pas à la CPI, parce que la CPI semble être une cour pour les présidents africains, en tout cas pour les Africains, parce que 8 des 9 pays aujourd'hui dans lesquels des poursuites sont engagées, c'est des pays qui sont dans le continent africain. Et à mon avis, la cour doit être universelle. Oui, mais sauf que, M. Cissé, est-ce que vous pensez que le président Jammeh doit se tirer comme ça? Non, je ne dis pas que... S'il s'est rétracté au dernier moment pour sauver sa peau, quand même... C'est une façon de dire que je suis en train de faire juste une analyse de la situation. Très bien. Pas pour cautionner le revirement et la volte-face du président Jammeh. C'est pour dire que dans des conditions comme ça, quelqu'un qui s'est enraciné au pouvoir pendant plus de 22 ans, quand il décide de partir, on doit essayer de l'accompagner et non d'essayer de l'intimider. Parce que quand il se dit, quand je quitte le pouvoir, je vais mourir, pourquoi ne pas mourir les armes avec la main, dans les mains? Alors, c'est pour dire que moi, je salue de ce point de vue la position du Sénégal, qui a été une position très sage. Parce qu'avant de vendre la peau de l'ours, il faut d'abord l'avoir tué. Et on a vendu, dans ce cas-là, la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
C'est pourquoi je dis que, alors, essayons de voir comment négocier et aménager un espace de sortie honorable pour le président Jammeh, et après, voir quelle est la suite à donner à toutes les Donc dérives. les mesures de la CEDEAO sont bonnes. Jusqu'ici, elles sont bonnes à mon avis, parce que le recours à la force, le recours à l'option militaire doit être l'ultime recours. On doit épuiser d'abord toutes les voies de négociation, la voie diplomatique, même s'il le faut, le blocus économique et l'embargo, etc., avant d'en arriver à la voie militaire. Parce que la voie militaire serait rude de conséquences, ne serait-ce que pour nous, Sénégalais. Parce que la Gambie est dans le Sénégal. C'est comme cautionner également une guerre au Sénégal. Et on sait que ça peut avoir des répercussions néfastes et dévastatrices pour le Sénégal. Monsieur Cissé, la CEDEAO a dit reconnaître le président nouvellement élu Barrow, qu'il va protéger Barrow, mais il n'a pas encore dit comment. Tous les chefs d'État vont se rendre à l'investiture le 17 janvier prochain. Est-ce que Yaya Jammeh va se laisser faire? Est-ce qu'il va laisser la communauté internationale faire ce qu'elle a envie de faire? Pour poursuivre cette analyse, moi je pense qu'il faut regarder tous les scénarios. Le scénario dans lequel on va, c'est effectivement une, détermination très importante de la communauté internationale pour que Jammeh quitte. Il peut quitter, mais il quitte pour aller où? Ça aussi, c'est une autre partie du scénario, puisque s'il quitte pour aller à Kanilai, on va avoir un État à deux têtes. Tout le monde sait aujourd'hui que l'essentiel des activités économiques qu'il s'est aménagé, qu'il s'est construit, se trouve à Kanilai, que beaucoup d'armes et d'équipements de la Gambie, je dirais, sont sortis un peu des mains de l'armée gambienne de base pour aller, comme d'ailleurs on le retrouve dans beaucoup de pays africains, auprès d'une garde nationale qui est la protection du président. Et ces équipements-là se trouvent à Kanilai. Donc on va avoir deux États dans le même État. Et ceci peut constituer un danger très important pour le Sénégal par rapport à la crise en Casamance, mais pour toute la sous-région. Donc Yaya Jammeh doit quitter la Gambie. Pour moi, il faut, dans cet aménagement dont Moundia a parlé tout de suite, trouver les moyens de lui trouver un pays d'accueil qui l'éloigne de la Gambie et pour qu'il ne soit pas un facteur de déstabilisation continue de la Gambie. Pour moi, ça, c'est un élément indispensable dans la solution qui est en train d'être construite. Mais un autre scénario, le scénario du pire, c'est que Yaya Jammeh continue à résister et justement à Kanilai et s'allie des forces qui sont là-bas et dans le conflit casamancé pour résister à toute la sous-région. C'est un scénario du pire, mais c'est un scénario qui est encore valable. Donc, je pense qu'il est important que les négociations continuent, que une solution, la solution la meilleure, tout le monde la connaît aujourd'hui, c'est qu'il quitte les deux pays, le pouvoir et le pays, et qu'on installe un président et qu'on l'accompagne pour qu'il puisse donc dérouler son programme selon les intérêts du peuple gambien. En tout cas, M. Cissé, il refuse catégoriquement de quitter. Et Jammeh, il dit se soumettre au verdict ou au résultat que la commission électorale va rendre après son recours. Alors maintenant, s'il fait fi de tout cela, si la diplomatie échoue? Oui, moi je pense que déjà ce recours, il est légal. Parce que moi je pense que... Pour une cour qui n'existe pas selon les acteurs. Mais la cour existe. Si la cour n'existait pas, pourquoi est-ce que l'opposition gambienne va en élection, sachant qu'il n'y a pas une cour qui demain pourrait permettre à cette opposition de faire un recours? Parce que moi, je pense qu'il faut qu'on analyse les choses lucidement. Ce n'est pas parce que Yaya Jammeh doit partir qu'on doit manquer d'objectivité dans cette affaire. Moi, je suis pour que le Yaya Jammeh cède le pouvoir par la voie pacifique. Mais on ne doit pas lui ôter son droit de recourir à une institution qui existe, parce que sinon l'opposition n'aurait pas accepté d'aller en élection, c'est ce que je suppose. Aujourd'hui, s'il y avait un problème
je pense que M. Barrot aurait aussi fait recours au niveau de cette Cour. Maintenant, je pense que tout ça, on doit essayer d'aller au-delà. Aujourd'hui, tel qu'on entend le président Diamé parler, tel qu'il se comporte, tout le monde sait qu'il négocie une porte de sortie. C'est légitime, à mon avis, pour quelqu'un qui a fait 22 ans de pouvoir, de négocier une porte de sortie, pas seulement pour lui-même, mais pour son entourage. Mais pourtant, il n'a pas hésité à dire niet au médiateur de la CEDEAO la semaine dernière. C'est une façon de négocier, à mon avis. Ça, il faut savoir que Yaya Jammeh est rusé quand même. S'il n'était pas rusé, il ne serait pas resté pendant 22 ans au pouvoir. N'oubliez pas que Yaya Jammeh a fait face à Diouf, il a fait face à Wade, et il continue de faire face à Macky Sall. C'est dire qu'il est rusé. Il ne peut pas accepter d'un seul coup sans qu'on lui donne des garanties sûres que demain, non seulement lui, mais son entourage. Vous savez que l'entourage compte beaucoup. Au niveau de la Gambie, il y a le président Diamé, son régime a des tentacules partout. Au niveau de l'économie, partout. Mais cet entourage a fait pression sur lui. Souvenez-vous que même en 2000, quand le président Diouf voulait quitter le pouvoir, il y a eu des pressions sur lui pour qu'il n'accepte pas. Il aurait attendu que son entourage le quitte pour prendre le téléphone et appeler M. Wade. En général, l'entourage qui a, pendant 22 ans, bénéficié de privilèges et d'avantages, eh bien, au-delà de la personne de Diamé, cet entourage-là fait pression sur lui pour lui dire, mais si vous partez, on va nous emprisonner, il peut y avoir des peines de mort, etc. Et donc, n'oubliez pas que Yaya Jammeh a eu 37,50%. C'est pas rien, ça. Et tous ces gens-là peuvent être en train de faire pression sur lui. Et de ce point de vue, ça peut l'amener à se dire, écoutez, donc de ce point de vue, moi, il faut que j'assure mes arrières. Au-delà de ma personne, tout ce qui gravite autour de moi. Et donc, il est dans une posture, à mon avis, de négociation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demain le poursuivre, mais c'est prématuré de parler de poursuite. Négocions son départ d'abord, et on verra la suite après. Oui. Aujourd'hui, monsieur Gueye, si on aménage une porte de sortie à Yaya Jammeh, est-ce que cela voudrait dire que Yaya Jammeh doit rester impuni, malgré tout ce qu'il a eu à faire en Gambie? On a entendu le président Sall dire qu'il y a eu quand même des crimes en Gambie. Il a dit peut-être. Et je pense que c'est à la justice, sans doute, dans un deuxième temps, de le déterminer. Il est encore, sous ce rapport-là, présumé innocent. Il ne faut pas oublier ces principes de base-là. Mais pour moi, ce qui est important, c'est aussi d'analyser aussi les tendances lourdes que cela enseigne dans la gouvernance en Afrique. Pour moi, il est important de voir qu'il y a un jeu démocratique partout. Même en Gambie, même dans quelque chose qui est considéré comme une dictature, on voit que des élections ont été... Même le système de comptage a été raillé, mais il a permis, en utilisant l'artisanat local, de se doter d'équipements, en utilisant des traditions locales de comptage. Donc, il y a des choses très intéressantes à capitaliser sur aussi ce processus-là. Et quand on parle de tendance lourde, je pense qu'aujourd'hui, les coups d'État, les coups d'éclat, c'est fini. C'est fini en Afrique en général, je dirais, et en Afrique de l'Ouest en particulier. On ne peut plus garder le pouvoir ou conquérir le pouvoir par la force. Pour moi, ça, c'est un premier enseignement. Et j'espère qu'avec ce cas-là, c'est aussi un encouragement, ou en tout cas une leçon qui est donnée à tous les hommes politiques. Le fait de rester au pouvoir si longtemps et de vouloir y rester en manipulant, ça c'est fini. Donc ça, je voudrais aussi qu'on tire cette leçon-là. Et je considère que comme Moundiaye l'a dit, il faut aussi que nous, Sénégalais, on comprenne que oui, c'est vrai. On en fait un débat au niveau de cette émission, comme si c'était un problème sénégalais. Effectivement, c'est un problème sénégalais, de par la nature de la géographie,
de l'histoire que nous partageons avec la Gambie. La Gambie n'est pas... La Gambie, c'est la Gambie. Et ce n'est pas un autre pays. 700 000 Sénégalais au niveau de la Gambie. Voilà. Donc, c'est un pays qui nous est très, très, très proche. Et tout ce qui le touche va avoir un impact très important au Sénégal. Donc, il faut, à mon avis, aussi que, je ne sais pas si c'est possible, qu'avec le nouveau pouvoir, qu'on puisse également prendre les devants et construire des relations mutuellement bénéfiques. Je pense qu'il y a quelque chose de structurel. L'indépendance de la Gambie se conçoit souvent contre le Sénégal. Il faut changer cet état de fait. Il faut construire des relations mutuellement bénéfiques, gagnant-gagnant entre les deux pays. Et je pense que c'est ce qu'on n'a pas réellement réussi depuis 30 ans. Même depuis avant Yaya Jammeh, il y a toujours des heurts entre les deux pays. Et ceci est également quelque chose sur lequel le gouvernement du Sénégal, le régime sénégalais d'aujourd'hui doit travailler. Très bien. Vous suivez Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui M. Chergué Denda Tiers-Monde. Il est géographe et économiste. Nous recevons également M. Moundiaye Cissé de l'ONG 3D. L'actualité, c'est également la visite d'État du chef de l'État en France. Alors, quelle lecture, M. Cissé, faites-vous de cette visite d'État du président Macky Sall? Oui, moi je pense qu'à première vue, c'est une marque de considération et d'estime pour le Sénégal. Parce que c'est une visite d'État, donc dans la hiérarchie des visites, ça semble être la visite la plus prestigieuse. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette visite? Est-ce que c'est signe de vitalité diplomatique, vitalité économique, vitalité démocratique pour le Sénégal? Ou est-ce que c'est une façon de nous mettre sur un piédestal, comme le nègre et la médaille? Cherchant à nous amadouer. Tout le monde sait que la dernière visite date de 92, après celle de 85, et c'était avec le président Diouf. Tout le monde sait les relations entre Diouf et Chirac. Donc que Diouf soit invité à Paris en visite d'État, cela ne surprend personne. Cela ne surprenait pas personne parce que il avait entretenu de bonnes relations. Le président Wade n'a jamais été invité en visite d'État à Paris. Est-ce que c'est parce que notre diplomatie à l'époque ne marchait pas bien? Ou est-ce que c'était parce que lui, il était rigoureux vis-à-vis des Français? Il défendait nos intérêts tels que les Français nous en voulaient? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui interprètent cette visite comme un signe de vitalité démocratique, que le Sénégal c'est devenu une vitrine démocratique, mais le Sénégal, même avec Diouf, était aussi une vitrine démocratique. Après, n'oublions pas que tous les deux présidents ont appelé le président élu. Diouf l'a fait, Wade l'a fait. Wade, pourtant, il n'a pas été invité. Ce n'est pas parce que la vitalité de notre démocratie ou de notre diplomatie est aujourd'hui plus qu'avant, beaucoup plus effective. Essayons de voir tout ce qui se cache derrière aussi. Parce que n'oublions pas que c'est dans un contexte où le Sénégal semble être dans une posture où il est courtisé par tout le monde. La découverte du pétrole et du gaz. N'oublions pas que quand le Premier ministre d'alors, Manuel Valls, était au Sénégal, il parlait de notre pétrole. Oui. Cazeneuve, quand il est venu aussi, il en a parlé. Donc pour dire que derrière tout ça, peut-être se cachent des choses. Mais nous, ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est que c'est déjà une marque d'estime pour le Sénégal. Essayons de défendre nos intérêts quand on sera à Paris. Et je sais que lors de cette visite, il sera question d'efficacité énergétique. Je crois qu'on va aller vers la mise en place d'un institut de formation sur le pétrole pour préparer déjà l'élite sénégalaise à gérer ces découvertes de pétrole. On va parler également du train express régional. Je crois qu'il y a un accord en gestation parce que le train express régional va jouer un rôle déterminant, surtout au Sénégal, par rapport à une question de communication. Donc, in fine, ce qui nous intéresse, nous, Sénégalais, c'est qu'au sortir de cette visite, que le président Macky Sall puisse faire un bilan satisfaisant
où on verra les intérêts du Sénégal en exergue. Très bien. Mobilité démocratique, vitalité économique, M. Cissé. Est-ce que cette visite aura des retombées sur le Sénégal? M. Gueye, M. Cheikh Gueye. L'asymétrie des relations entre la France et le Sénégal n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui prend ses racines depuis la colonisation. Et moi, je vais même être plus radical que Moundiaï. Je pense que nous sommes encore un territoire d'outre-mer français. Comment ça? Nous sommes encore sous le joug économique français. L'essentiel des entreprises sénégalaises qui sont basées au Sénégal appartiennent au capital français. L'essentiel de nos politiques, de nos lois, de nos institutions sont copiées, sont même des pâles copies de celles de la France. Nous utilisons encore sa langue, nous suivons son actualité comme si c'était la nôtre. Nous sommes encore un pays vassal de la France. C'est dans ce lit contextuel qu'il faut situer une visite comme cela, où on donne effectivement l'autorisation d'une visite d'État comme un cadeau ou un bonbon. C'est comme ça que je l'analyse. Cette mise en contrôle de notre économie par la France, malheureusement, va se perpétuer. On le voit avec tous les nouveaux projets qui émergent, le train express régional, l'autoroute à péage, tous les grands projets au Sénégal sont encore sous le contrôle presque exclusif de la France. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer cette visite qui donc vient consacrer l'excellence des relations asymétriques entre le Sénégal et la France au profit de la France. C'est ça. Donc, nous n'avons aucun intérêt. Non, évidemment qu'on a un intérêt, puisque dans chaque coopération, il y a des intérêts. Mais je dis, c'est un échange inégal. Ce n'est pas gagnant-gagnant. C'est pas gagnant-gagnant complètement, et c'est pas dans l'égalité. Et je crois que si on constate effectivement, comme on le voit à travers la croissance économique au Sénégal, une embellie depuis plusieurs années, quand on creuse un peu, on voit que cette embellie repose beaucoup sur le capital français, donc des bénéfices qui sont rapatriés en France, et un lien très faible entre cette embellie et l'économie réelle au Sénégal. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir. Notre souveraineté économique, elle est encore à construire. Notre stratégie économique, elle est encore à construire. Elle ne peut pas se construire sous le joug d'un pays comme la France. Ça a toujours été comme ça, nos relations. Donc, moi, je considère que on peut continuer à construire un partenariat avec la France gagnant-gagnant, mais beaucoup plus favorable au Sénégal et surtout beaucoup plus transformateur. Puisque moi, je considère que avoir un train express régional, c'est bien, mais avoir la technologie et le transfert de technologie pour que dans l'avenir, nous puissions contrôler cette technologie, ne pas dépendre tout le temps de la France pour avoir des wagons, pour avoir des machines, pour avoir, comme on le fait pour l'eau, comme on le fait pour d'autres secteurs, c'est ça le plus important. Alors, on avait vu que sous Wade, M. Mandiaye Cissé, que les relations entre la France et le Sénégal s'étaient quand même un peu refroidies. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Macky Sall, il est tout de suite allé en France. Alors, qu'est-ce qui fait cette dépendance? Qu'est-ce qui fait que le président Macky Sall s'accroche à la France? Moi, je dis que, par exemple, tout le monde connaît le tempérament du président Wade. Je pense que ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu une visite d'État qu'il n'a pas défendu les intérêts. Est-ce que c'est parce que c'est à force de vouloir défendre Orbi et Urbi les intérêts du Sénégal que les Français lui avaient tourné le dos,
Maintenant, bon, je pense que le résultat est là. Le président Wade, il avait diversifié ses partenaires. Au-delà de la France, on voyait le président Wade développer des stratégies de partenariat avec même des adversaires de la France dans la sphère diplomatique. Aujourd'hui, on a la France, mais tout le monde connaît les limites de notre partenariat avec la France. Ça profite davantage à la France. Aujourd'hui, je pense que c'est bien de garder ce partenariat-là, mais il faut le reconstruire. Comment? Le reconstruire dans le sens de nos intérêts. Mais aujourd'hui, ce partenariat, comme le dit Cheikh, est asymétrique. Aujourd'hui, la France profite beaucoup plus. Partout, on parle de francialisation de notre économie. Tu prends l'autoroute, on voit que des entreprises françaises, et c'est l'exclusivité. Tu vois, le Total, tout au long de l'autoroute, Orange par-ci, par-là. Donc, c'est une autre forme de colonisation, une colonisation économique que la France semble développer chez nous. Il faut reconstruire cette relation-là, faire en sorte que cette relation profite aussi aux Sénégalais. Et je pense que là aussi, on peut parler de la stratégie de Macky Sall qui semble bien valser entre la fermeté, tantôt, et entre également la fermeté et la douceur. Donc la carotte est parfois donc la fermeté. Mais je dis que pour autant, on doit continuer à chercher des partenariats ailleurs que chez les Français. Parce que les Français, jusqu'ici, si on évalue notre partenariat, jusqu'ici, ils nous ont utilisés. Depuis la colonisation à ce jour, moi je vois tous les investissements français vont à l'encontre des intérêts du Sénégal. Et donc, quand le président Macky Sall doit négocier des accords aujourd'hui en France, il faudrait que ces accords-là aillent dans le sens de préserver davantage nos intérêts. Alors, une visite qui ne sera pas certainement sans repos, ou bien sans repos pour le président Macky Sall, monsieur Gueye, parce que la coalition de l'opposition regroupée au sein de Wattu Sénégal a décidé d'aller manifester en France. Alors, comment est-ce que vous voyez cette stratégie de l'opposition? Elle est vieille comme le monde, en tout cas au Sénégal, puisque nous avons construit, la plupart de nos régimes construisent leur légitimité et leur image à l'extérieur. Donc il est de bon ton que l'opposition sénégalaise, comme ça s'est passé du temps de Diouf, comme ça s'est passé du temps de Wade, aujourd'hui pense qu'il est plus important de manifester en France pendant la visite du président de la République qu'au Sénégal. C'est très significatif. Et c'est révélateur aussi de la pratique politique au Sénégal. On construit l'opposition aussi autour de la destruction de l'image à l'extérieur du président de la République. C'est de bon ton. Je pense que nous avons une opposition qui essaie d'exister dans un contexte de morosité assez importante, disons, de l'opposition au Sénégal. Nous avons une opposition qui essaie de se réorganiser autour de grands cadres, disons, de coalition, qui essaie, pour en tout cas cette opposition-là, qu'on peut considérer comme la plus virulente, puisque les autres fronts qu'on voit naître sont, disons, dans l'entre-deux, sont entre le pouvoir et l'opposition, ne sont pas complètement clairs dans leur position. Donc, il y a cette opposition donc virulente qui essaie de s'exprimer au mieux pour être visible sur des questions qui, au fond, sont aussi importantes. L'amélioration de la démocratie sénégalaise, du jeu électoral, dans sa qualité et dans sa durabilité. Je pense qu'elle se bat aussi pour qu'il y ait plus de clarté, plus de transparence dans la gestion des ressources nationales. Ce sont des questions importantes, mais fondamentalement,
ce que je disons, remarque, c'est que il n'y a pas de vrai travail pour une offre politique alternative, pour des propositions alternatives aux politiques de l'État. Dans tous les discours qu'on écoute, on ne voit aucunement de débat sur comment ils feraient sur l'agriculture s'ils arrivent au pouvoir. Comment ils feraient sur la politique industrielle s'ils arrivent au pouvoir. Comment ils feraient sur nos partenariats, justement, on en parlait tout à l'heure, quand ils arrivent au pouvoir. Donc c'est quand même, disons, des démarches qui peuvent être interprétées comme de l'opposition crypto-personnelle. Oui. Mais c'est aussi alimenté par le régime. Moi, je pense qu'un régime a besoin d'une opposition forte, avec qui elle dialogue pour des questions d'intérêt national et avec qui elle s'oppose quand les élections arrivent. Et le jeu politique sénégalais n'est pas du tout organisé comme ça. Il est organisé pour que celui qui est au pouvoir, disons, détruise son opposition et que l'opposition casse l'image du président de la République. C'est comme ça que c'est. En tout cas, cette manifestation de Ouattou Sénégal, M. Moundiaye Cissé, c'est le remake de la manifestation que l'opposition avait faite devant le Palais Bourbon sous le régime du président Diouf. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Moi, je pense que l'opposition est dans son rôle. Dans une démocratie, l'opposition s'oppose par les moyens légaux qui sont à sa disposition. Et la marche et la manifestation, dans des cas comme ça, constituent des moyens légaux, des moyens de manifester leur désaccord par rapport au régime. Mais je pense que, efficace ou pas efficace, je crois que c'est les Sénégalais qu'il faut convaincre. Aller à Paris, faire des manifestations, c'est bien, mais il serait mieux, aujourd'hui, pour l'opposition, d'essayer de convaincre les Sénégalais avec un projet de société alternative. Aujourd'hui, comme l'a dit mon frère Cheikh, on ne sent pas une opposition organisée autour d'un programme. Au-delà des questions électorales, parce qu'il y a des négociations autour du fichier électoral, autour du processus électoral, c'est bien, mais on doit pouvoir sentir l'opposition présenter aux Sénégalais un programme de société, un projet de société alternatif. Mais jusqu'ici, personne ne peut dire, voilà le projet de société de l'opposition. On a une éducation qui a des problèmes. On a des problèmes dans le domaine de la santé. On a d'autres problèmes dans d'autres domaines. Mais l'opposition, pour moi, devrait d'abord travailler à convaincre les Sénégalais sur son programme et faire adhérer les Sénégalais à ce programme-là. Mais jusqu'ici, c'est vraiment des oppositions crypto-personnelles. Il y a une pauvreté du débat politique qui fait que les Sénégalais semblent être désorientés. Et donc, ils doivent se ressaisir et se dire que, in fine, Macky Sall, le président Macky Sall, va présenter un bilan aux Sénégalais. J'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela. Eux, ils devraient être en mesure de dire, nous pouvons faire mieux dans tel domaine et dans tel autre domaine pour convaincre les Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas dupes. On ne peut pas les instrumentaliser comme ça. Monsieur Cheikh, alors, est-ce que sommes-nous en face d'une opposition sénégalaise regroupée au sein de Ouattou Sénégal qui se cherche? Parce que quand elle va vilipender le président Macky Sall en France, en même temps, elle est en train de négocier, de discuter. On a vu une délégation de Ouattou Sénégal se rendre au palais. Lundi, ce sera avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Non, c'est ce que je disais. C'est complètement normal qu'elle allie à la fois le dialogue et aussi l'opposition. C'est comme ça que ça doit se passer. Les choses qu'il discute avec le président de la République, les choses qu'il discute avec le ministre de l'Intérieur, ce sont des choses qui déterminent la qualité du jeu électoral à venir. Donc c'est une partie du problème. Et il y a certainement d'autres moyens d'expression qu'ils se donnent par rapport à d'autres problématiques. Et il faut qu'il y ait aussi diverses formes d'opposition. Moi, je suis Manko Ouattou Sénégal, c'est une partie de l'opposition
il y a d'autres partis, il y a d'autres personnalités qui émergent. Il faut lire tout ça. Et la lecture que j'ai de tout ça, c'est que il y a peu d'offres politiques alternatives, comme on vient de le dire. Peut-être l'offre la plus crédible que j'ai lue, c'est celle de la plateforme Sénégal Bi Ñu Bëgg. Et évidemment, c'est une plateforme qui n'a pas de machine électorale, qui n'a pas de prise de prise populaire, disons. Donc, on est quand même dans une situation objective d'affaiblissement de l'opposition au Sénégal. Ce qui, sans doute, va donner beaucoup plus de chance au président de la République d'être réélu. Parce que, justement, on est dans un contexte de morosité ambiante donc qui lui est favorable. Et je crois que, comme Moundiaï vient de le dire, que c'est aussi sur le bilan. Moi, je considère que dans sa trajectoire et dans sa logique, le président Macky Sall fait beaucoup de choses intéressantes. On va m'accuser d'être avec lui, mais je considère que quand il y a une politique de grands projets, c'est une tendance lourde au Sénégal. Ça fait 20 ans, à la sortie du pouvoir du Parti socialiste. Donc depuis lors, nous avons une tendance très forte à l'investissement et à l'investissement vers les infrastructures. Évidemment, moi, j'espère que on va maintenant s'orienter vers des investissements qui transforment notre économie, qui construisent des champions sénégalais sur des domaines donnés, qui donnent de la force au milieu rural, qui modernisent le milieu rural. C'est-à-dire des investissements de transformation. Ce qu'on a, c'est des investissements qui améliorent effectivement le quotidien des Sénégalais, mais qui ne transforment pas fondamentalement l'économie sénégalaise, qui ne transforment pas fondamentalement le niveau de vie général des Sénégalais. Donc, c'est sur ça qu'on attend les hommes politiques qui veulent diriger ce pays. Comment est-ce qu'ils vont transformer ce pays pour le sortir justement de la dépendance française et étrangère qu'on a dénoncée au début, et pour qu'on arrive justement à une société sénégalaise qui émerge, et non pas à un marché sénégalais qui émerge. Puisque ce qu'on fait émerger surtout, c'est effectivement, on nous vend beaucoup d'infrastructures qui sont remportées par des sociétés étrangères, qui sont financées par des sociétés étrangères, et les Sénégalais ne sont que des consommateurs, et ça, c'est pas l'émergence que l'on recherche. En tout cas, c'est cette même opposition qui réclame que lumière soit faite sur l'affaire Petrotim, sur l'affaire de découverte de gaz et de pétrole au Sénégal, ce qui a créé, suscité des plaintes et des contre-plaintes, M. Moundiaï Cissé. Est-ce que vous pensez que ça pourrait contribuer à l'éclatement de la vérité une bonne fois pour toutes dans cette affaire de pétrole et de Petrotim? Moi, je pense que l'opposition est dans son rôle, et donc il y a des suspicions légitimes sur ces questions, et donc l'opposition est bien dans son rôle pour demander que la vérité éclate. Mais on pouvait se passer de ce feuilleton judiciaire pour avoir la vérité. A-t-on besoin nécessairement d'aller vers les tribunaux pour que la vérité éclate? Je crois que ce n'était pas fondamentalement nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, l'État devrait être dans une posture de communiquer davantage sur ces questions, parce que ces questions intéressent tous les Sénégalais, parce que c'est des ressources de tous les Sénégalais. Le pétrole et le gaz doivent être une bénédiction pour le Sénégal, et le principe serait que ça profite à tous les Sénégalais et pas seulement à une poignée de Sénégalais. Et donc, je crois que si l'on prend le risque de faire profiter ces ressources à une poignée de Sénégalais, on risque de migrer vers la malédiction du pétrole qu'on ne souhaite pas. Et donc, de ce point de vue, moi, je pense que l'État doit jouer la carte de la transparence la plus absolue sur ces questions, de sorte que demain, qu'il n'y ait pas
de querelles. Déjà, l'exploitation, nous allons tirer les ressources de cette d'exploitation qu'à partir de 2020 ou 2021. Que maintenant qu'on est en train de se chamailler, qu'il y ait une guerre entre nous, alors qu'on doit penser à ceux qui vont venir demain nous manipuler même vis-à-vis de nos voisins. En général, les conflits internes sont moins graves que les conflits entre pays. Et aujourd'hui, le gaz, on l'a découvert à côté de nos voisins mauritaniens. Dites-vous que demain, on va vouloir nous manipuler et nous mettre en conflit avec la Mauritanie pour pouvoir tirer profit de ce pétrole-là et de ce gaz contre les Sénégalais. Donc, on doit être soudés, qu'il y ait un consensus autour de ces questions et la voie royale qui mène vers ce consensus. C'est la carte de la transparence. Très bien. Est-ce que le pétrole, la découverte, les jugements et tout, l'affaire Petro-Tim, une nébuleuse toujours, est-ce que la vérité va éclater un jour dans cette affaire, à l'issue de ces plaintes? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties du débat actuel parce qu'il y a eu de l'opposition, il y a eu des discussions, il y a eu des gens qui sont allés chercher des documents, qui l'ont mis sur l'espace public. Ça, c'est nécessaire dans une démocratie. Aujourd'hui, il y a au Sénégal des experts sur tout. Donc, c'est complètement normal que ces questions-là soient posées. Je pense qu'une bonne partie de la vérité a éclaté, déjà. Si ça a poussé le frère du président de la République à s'exiler ou à aller s'installer ailleurs, c'est déjà un aveu qu'il y a au moins un problème éthique dans ce qui s'est passé. Maintenant, oui, on attend l'autre partie de la vérité. Voilà, la plainte va peut-être permettre d'aller un peu plus loin, de clarifier ça, et puis qu'on dépasse cette période-là, comme dit Moundiaï, et qu'on passe vers des consensus forts. Moi, je pense que ce qui manque le plus au Sénégal, c'est un dialogue politique qui permet d'avoir des consensus sur l'essentiel. Et même quand on installe un programme aussi important que le programme Sénégal émergent, le minimum, c'est que, puisque ça va s'étendre sur plusieurs années, au-delà du régime du président Macky Sall, que toute la nation sénégalaise s'entende. Voyez-vous, on n'entend presque même plus parler du PSE dans l'espace public, alors que c'est le programme qui doit structurer notre avenir. Ça, c'est pas normal. Merci beaucoup à M. Cheikh Gueye Denda Tiers-Monde. Merci également à Moundiaï Cissé de l'ONG 3D. Merci à Alassane Samba Diop et à Georges Déthié Diop qui étaient à la réalisation de cette émission. Bon dimanche à tous. Love is a